Donc je vais faire une présentation en deux grandes parties. Une partie sur la définition, les méthodes et l'estimation de l'artificialisation, et puis une autre partie qui va resituer cette artificialisation dans les tendances générales. Alors, l'artificialisation, c'est une notion qui est introduite par les agronomes pour appréhender les mutations du paysage, quantifier et comprendre les causes des pertes agricoles. Et pour cela, l'espace est divisé en 4 parties. Un usage agricole, forestier, l'espace naturel et le reste. Le reste, c'est ce qu'on appelle le sol artificialisé. Donc c'est en même temps un processus et en même temps, on va parler du résultat qui sont une surface. Et ce sont des surfaces qui sont retirées à l'usage agricole, forestier ou naturel. Alors, plus en détail, cette artificialisation, qui sont les surfaces retirées à l'agriculture, l'espace naturel, inclut les chemins, les aires d'entreposage, les bâtiments agricoles. Et une des questions qu'on va se poser quand on va être au niveau de la mesure, c'est quel est l'espace optimal à détecter pour caractériser l'artificialisation des sols. Alors quand on regarde la définition plus en détail, on voit que dans ce qu'on appelle les zones artificialisées, on met de l'habitat, des bureaux, des usines, mais aussi des espaces verts qui ne sont pas à usage agricole, forestier ou naturel, donc tels que les parcs, les jardins, mais aussi les golfs. Et puis on met les routes aussi, les voies ferrées, les aires de stationnement, et aussi les chemins, et les chantiers, les carrières, les mines, les décharges. Et en fait, une des difficultés de cette notion, c'est qu'il y a 3 notions qui sont proches, comme ça a été dit. L'artificialisation, donc qui est la perte ou le gain de terrain agricole, forestier, naturel, donc on prend les dynamiques et le calculer. Une autre notion qui est proche, mais qui n'est pas identique, qui est l'urbanisation, donc qui est le processus d'accroissement des villes. Et puis, un autre terme qu'on étudie, qui est l'imperméabilisation, qui est en fait une propriété des sols. Alors, pour bien voir cette intrication entre notions, j'ai un petit schéma. Alors là, supposons que ce soit une ville. Alors, une ville, on dit que c'est artificialisé, c'est artificiel. Ben, les routes qui croisent la ville, elles sont aussi artificielles, elles ne sont pas forcément urbaines. Les chemins, les routes non revêtues sont aussi des espaces artificiels perméables. Les parcs et jardins sont aussi comptés comme des espaces artificiels qui sont perméables et qui sont couverts de nature, peut-être même un usage qui est quasi agricole, dans le cas des jardins où on peut faire de l'agriculture. Et puis les habitats dispersés, parfois à usage agricole, sont artificiels. Alors la difficulté, c'est déjà dans la définition, mais aussi dans la mesure, parce que définir exactement le bord de la ville, ce n'est pas forcément évident. Il y a des techniques un petit peu différentes, donc quelle est vraiment la limite. Et puis aussi, quand on parle d'infrastructure, c'est quelle est la surface qu'on doit prendre pour caractériser effectivement l'artificialisation qui vient des rues. Et ça paraît rien, mais ça fait des différences finalement en cumulé qui sont importantes. Et puis il y a aussi des ambiguïtés qui viennent de la classification de certaines zones qu'on peut classer d'une façon ou d'une autre. On sait très bien, ceux qui ont fait de la classification, qu'il y a toujours certaines ambiguïtés qui peuvent être dues au territoire eux-mêmes, pas forcément de la méthode de classification. Alors, il y a eu tout un travail très important d'analyse des textes pour voir comment est-ce que dans la littérature, on mesure l'artificialisation. Alors, donc il y a eu 1800 références qui ont été analysées. Alors, il y a des grandes sources d'informations. Ça peut être à partir de données satellitaires. Donc ça, c'est une grande partie de la littérature traite de ça. En général, ce ne sont pas des mesures directes. Et dans ces littératures, on travaille plutôt sur la croissance urbaine et sur l'imperméabilisation, avec des problèmes souvent de reproductivité, parce qu'on a des images qui sont adaptées à un territoire et qui, dans les méthodes, ne s'extrapolent pas toujours. Après, on peut partir de bases de données existantes, quand elles existent, avec en général pas une classe dédiée directement à l'artificialisation, mais qui se déduit par construction, ou alors on peut faire des mesures terrain pour estimer l'artificialisation. Quand on travaille à partir d'images satellitaires ou d'avions, ce sont des méthodes de classification avec tout un tas de panels de méthodes, objets ou pas objets, et ensuite une classification en zone urbain et non urbain, et des calculs de gradients d'imperméabilisation et de végétation. Alors, donc on a comme source des images, des photos, ou des données qui existent déjà, des bases de données vectorielles, et puis des méthodes qui sont soit du traitement d'images, soit de la photo-interprétation, soit des enquêtes terrain, soit des agrégats d'objets vectoriels qui permettent de le calculer. Alors en fait, c'est une notion compliquée, on l'a bien vu, et on a une difficulté de la mesure, et on va le voir plus loin.
Déjà, en France, il n'y a pas un mandat d'un ministère qui dirait il faut réaliser une base de données d'occupation du sol qui permet de calculer l'artificialisation. Et ça, du coup, on n'a pas de mesure directe qui est orientée sur la mesure d'artificialisation. En termes de base de données existantes, exhaustives, qui couvrent le territoire, ce qu'on a, c'est Corinne Landcover, qui est réalisé au niveau européen, et qui a plusieurs classes, et 44 classes, qui permettent de calculer l'artificialisation. Puis on a d'autres bases de données européennes, telles que Urban Atlas, mais qui se concentrent sur des villes et qui donnent quand même des indications, mais qui ne couvrent pas tout l'espace. Et en termes de référentiel géographique, on a la base de données nationale de l'IGN, le RGE, mais ce RGE n'a pas pour vocation à décrire l'occupation du sol. Elle a des sols occupés, mais pas l'occupation des sols telle qu'on le conçoit dans Corinne Landcover, par exemple. Alors, en fait, comment est-ce qu'on peut calculer l'occupation des sols en France? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Dans les travaux, on voit que certains font référence à Corinne Landcover, qui est calculée à partir des images Landsat, d'un traitement d'image et de la photointerprétation. Il y a aussi les données Terruti-Lucas, qui sont des enquêtes terrain, qui sont après extrapolées et qui permettent d'avoir des données d'évolution d'occupation du sol et de l'usage des sols. Et puis aussi le RGFIP, qui sont un agrégat du parcellaire foncier, sous la base de déclaration et qui peut être utilisé pour estimer l'artificialisation. Et après, on trouve pas mal de données locales, régionales, qui sont réalisées par des régions ou par commandes particulières, telles que le référentiel grande échelle de l'IGN, qui fait de l'occupation des sols, mais sur certaines régions en fonction des commandes, et qui ne l'a pas généralisé à l'ensemble du territoire, ou d'autres occupations des sols, telles que le MOS Île-de-France, par exemple. Alors en termes de données, et les données qui sont les plus référencées, c'est celles du Corinne Landcover et de Terruti, parce que ce sont les données qui sont utilisées par pas mal d'acteurs. Ce sont des données qui sont très différentes. En fait, Corinne Landcover, c'est à base de télédétection, d'interprétation d'images Landsat, et qui contourne les zones artificialisées avec des seuils, on verra ça plus tard. Et Terruti, c'est à base d'enquête terrain, et avec une définition d'échantillons, qui permet de travailler, d'analyser l'usage des sols et l'occupation des sols, et qui est généralisé par méthode statistique à l'ensemble du territoire. Donc ce sont des données très complémentaires et différentes. Et quand on regarde les chiffres, en fait, on tombe sur des chiffres assez différents, et ça donne beaucoup de débats au niveau des scientifiques et puis des gens qui travaillent sur l'artificialisation des sols. En effet, on a 3 millions d'hectares d'artificialisation identifiés quand on se réfère aux données de Corinne Landcover, et 5 millions quand on se réfère aux données de Terruti-Lucas. Donc c'est des pourcentages d'occupation du sol qui sont très différentes. Alors là j'ai une représentation de l'occupation du sol, de l'artificialisation du sol à partir de Corinne Landcover. Voilà. Après, ça donne quand même des chiffres qui sont intéressants, parce que qui sont des chiffres soit à un moment donné, donc soit le stock dont on parlait tout à l'heure, soit l'évolution. Et on peut avoir, quand on compare ces évolutions, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des chiffres assez variables et qui s'expliquent après, quand on regarde en détail, ce qu'il y a dans ces données. Alors si je fais un petit zoom sur Corinne Landcover, parce que c'est souvent une référence, une des principales raisons pour lesquelles il y a des écoles, une des critiques qui est faite à Corinne Landcover d'ailleurs, dans ce sens-là, c'est que Corinne Landcover fonctionne avec des seuils, et donc quand la surface est plus petite qu'un certain seuil, en fait elle n'est pas comptée. Donc ça veut dire que ce qui est en cercle rouge, par exemple, c'est une zone, un petit hameau, qu'on voit très bien en dessous sur les photos et aussi sur les cartes, et qui ne sont pas dans la base Corinne Landcover, non pas parce qu'elles ne seront pas visibles, mais c'est parce qu'elles ne répondent pas aux spécifications de saisie. Et on a le même effet dans l'ovale orange pour l'artificialisation due au réseau routier. Donc quand les réseaux routiers sont assez larges, comme on le voit en rouge en haut, ils sont dans la base Corinne Landcover. Ici, ils sont trop fins, en fait, ils ne sont pas dans la base Corinne Landcover. Donc ça, évidemment, ça fait un écart. Et c'est d'autant plus, ça peut être, ça sous-estime effectivement l'artificialisation, d'autant plus que dans certains départements, on sait que la part d'artificialisation due au réseau routier est quand même assez important. Et ces objets, d'ailleurs, pourraient être calculés par des bases de données existantes, telles que le RGE, qui dispose des routes et des bâtis, ou par exemple, Corinne Landcover haute résolution, qui décrit l'imperméabilisation. En tous les cas, en partie. Il faudrait mettre au point les processus, mais on pourrait le calculer. Là, si je fais un petit zoom, en fait, dans Corinne Landcover, on voit là, en haut, c'est l'artificialisation
de Corine Land Cover. Juste en dessous, c'est un nouveau produit qui s'appelle Corine Land Cover Haute et qui permet par traitement d'image d'identifier les zones imperméabilisées. Donc on voit que c'est pas la même chose, l'artificialisation et l'imperméabilisation, mais qui permettrait de compléter. Alors pour certains points, c'est effectivement ce qui est en rouge, ça pourrait être complété, les petits cercles rouges, avec Corine Land Cover haute résolution. Par contre, les autres cercles en vert et en bleu, en fait, on voit que c'est assez bien classé, puisque les bâtiments font partie d'une zone qui, elle, a bien été classée. Donc après, il faut regarder dans le détail. Et quand on compare Corine Land Cover à des données locales telles que les données du MOS, qui sont très précises, avec un travail d'interprétation, traitement d'image, travail sur le terrain, enfin vraiment un travail de grande précision. Sur certaines communes, en fait, entre Corine Land Cover et le MOS, il n'y a pas d'écart. Et sur d'autres, il y a des écarts qui sont en partie dus, comme le cercle rouge, à ces écarts de seuil, et qui font qu'il y a une partie, effectivement, d'artificialisation des hameaux qui ne sont pas comptés. Après, il y a d'autres sources dont j'avais parlé, dans le foncier, par exemple, agricole, qui peut être utilisé, mais qui n'est pas complet, parce que le foncier ne traite pas tous les espaces publics dans la base, et qui fait objet de compensation pour estimer effectivement l'artificialisation et qui est déclaratif. Donc ça permet simplement de comparer ce qu'on peut obtenir, et puis de comprendre un peu mieux les écarts entre les bases de données, en fait, entre les bases de données, quand on estime l'artificialisation entre Corine Land Cover, qui a l'avantage de faire une cartographie complète, donc ça c'est très intéressant pour comprendre les composantes spatiales de l'artificialisation, mais qui ne saisit pas les petits objets pour des questions de seuil. Terutiluca qui procède d'une extrapolation spatiale et qui n'a pas le même type de cartographie, donc ne permet pas les mêmes analyses. Et puis les fichiers foncés qui ne sont pas complets et qui utilisent des méthodes de compensation, mais qui donnent aussi certains éléments. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de mesure vraiment très précise de l'artificialisation. On a Terutiluca qui apporte un plus pour la conversion et l'analyse des évolutions. Corine Land Cover qui est bien parce qu'il permet aussi une cartographie. Et donc demain Terutiluca va rester utile parce que ça apporte des informations intéressantes pour l'agriculture. Et on sait que Corine Land Cover pourrait être amélioré en insérant d'autres objets comme les routes et les bâtis, parce qu'on a des sources d'informations qui permettraient de le faire. Et on pourrait avoir on a une opportunité, et c'est souvent revenu dans l'ESCO, de réaliser, beaucoup de chercheurs aimeraient qu'il existe une base de données d'occupation des sols plus précise, plus riche, qui couvrirait tout le territoire français, en utilisant aussi des nouvelles sources d'informations telles que les images satellites Sentinelle, parce qu'on a vraiment et du savoir-faire en France, et des méthodes et des sources pour arriver à avoir une base de données d'occupation des sols de meilleure qualité. Mais après, il faut s'organiser, trouver les financements, etc. Ça soulève d'autres points. En termes d'évolution, ces données permettent de voir comment change l'artificialisation au cours du temps. Et les données sont d'une source à l'autre, elles sont assez cohérentes. On voit un pic dans l'artificialisation dans les années 2006-2008, une baisse en 2008-2013 et puis une hausse. Donc les quantités ne sont pas les mêmes, mais les tendances sont les mêmes. Et on peut analyser, grâce à ces données, les changements d'occupation des sols entre un poste et un autre pour voir un petit peu comment ça évolue. Alors c'est pas non plus caricatural, il y a des échanges dans les deux sens pour certaines zones agricoles. Après, ce qui est intéressant pour nous sur le sujet de l'artificialisation, c'est de regarder qu'est-ce qui a vraiment évolué. Et quand on regarde l'évolution entre 2006 et 2008, on peut voir que une grande part de l'artificialisation vient du logement individuel et des réseaux de transport routier. Donc là, ça fait réfléchir quant aux solutions qu'on peut y apporter. Et que 2/3 des sols artificialisés sont imperméables. Et la petite image qu'il y a en bas à droite vous montre une zone artificialisée en petite maison, en habitat individuel. Et là, on voit bien que tout ce qui est artificialisé n'est pas imperméable, puisqu'il y a une part de végétation qui est importante. Alors après, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe de façon générale. Alors, déjà, il y a une tendance générale d'artificialisation. Je me dépêche, je vais plus vite. Donc, en Europe, l'Europe si on compare l'Europe au monde, c'est une région de petites villes qui sont éloignées d'une quinzaine de kilomètres, et la plupart de la population vit dans des villes de moins de 500 000 habitants.
ce qui différencie l'Europe des autres des autres régions du monde. Avec, si on compare, donc l'Europe, c'est la couleur jaune, les États-Unis, la couleur rouge, et puis l'Asie, les couleurs bleues. En fait, les villes européennes sont en une densité moyenne intermédiaire entre des espaces peu denses tels qu'on a en Amérique du Nord et des espaces très denses tels qu'on a en Asie. Donc ça, il y a une configuration assez homogène des villes européennes. Après, quand on regarde l'évolution en Europe, pour différencier les pays les uns par rapport aux autres, Corinne Landcover nous permet, parce qu'elle est européenne, de suivre l'artificialisation, même si il y a plusieurs façons de mesurer l'artificialisation. En tous les cas, les façons sont homogénéisées sur l'Europe. Donc il y a un calcul de l'artificialisation régulier, et on voit si en valeur absolue, la France est le deuxième gros contributeur, en valeur relative, la France est dans les moyennes et dans la moyenne européenne, équivalente à l'Italie, 5 fois moins rapide que l'Espagne et 2 fois plus rapide que l'Allemagne. Et aussi, quand on a recours aux données d'imperméabilisation de Corinne Landcover haute résolution, on se rend compte que là aussi, la France est vraiment dans la moyenne européenne. Alors en termes de forme d'artificialisation, d'étalement urbain, on va dire, parce que là, c'est vraiment le processus d'urbanisation dont il est question, sont des processus de diffusion autour des villes, et puis complétés par des diffusions autour des pôles secondaires. Et des études qui ont été faites sur des communes, sur des grandes agglomérations européennes, montrent qu'il y a un double effet de concentration et d'étalement, et que l'étalement s'effectue davantage à la périphérie des zones déjà bâties et en continuité, plutôt qu'il ne colonise de lointaines périphéries. Alors si on regarde, pour illustrer ça, par exemple un zoom de Corinne Landcover avec son évolution, alors ce que je vais vous montrer, ça surestime un peu l'artificialisation parce que ce qui est en rouge est un peu grossi pour des questions de graphique. Mais quand on fait un zoom, on voit quand même, par exemple autour de Toulouse, cette artificialisation qui se répand, donc là en rouge, sur les grandes villes, là c'est Lyon, là c'est le sud de la France, et puis des espaces où l'artificialisation est un petit peu différente, un petit peu plus dispersée, mais on a déjà un territoire qui est déjà différent, et si on retournait 2 siècles en arrière, on verrait que déjà l'artificialisation, enfin le réseau de villes du côté de Nantes est assez différent, enfin en Bretagne est assez différent que le réseau de villes des autres régions françaises. Après, si on compare la densité des villes de France par rapport aux autres villes européennes, cette fois-ci, on se rend compte que l'étalement est moindre qu'en Europe du Nord et que la densité démographique, par contre, est moindre qu'en Europe méridionale et orientale, ce qui nous donne des perspectives aussi sur l'aménagement des villes. Merci. Merci Anne, on est déjà très en retard. Ça va être très difficile pour vous de tenir à 3 dans un espace restreint, 25 minutes. Vous allez essayer. Juste une remarque, je me faisais la réflexion, finalement, l'écart est tel entre les résultats qu'on peut tirer des différentes bases de données que, voilà, finalement, on peut faire, quand on est élu aménageur, circonscrire la réalité à ce que l'on cherche en choisissant la bonne base de données, voire en choisissant le bon mot. Imperméabilisation, c'est pas étanchéification, c'est pas urbanisation, effectivement, après tout. Et on voit bien ce que ça peut avoir comme conséquence sur certains aménagements. Finalement, une cité pavillonnaire, est-ce que c'est vraiment l'artificialisation? Est-ce qu'un gigantesque centre commercial avec un toit végétalisé, c'est de l'artificialisation vu par satellite? Pas forcément. Hein, c'est toute la question. On va essayer d'aborder ces questions. Et c'est bien pour ça que je fais la transition. Dans cette partie, donc, après avoir, vous avez vu donc des chiffres et beaucoup d'aspects quantitatifs, on va un petit peu aborder les aspects qualitatifs et donc les impacts environnementaux de l'artificialisation des sols. Donc il faut commencer par dire que ces impacts, ils nécessitent de faire appel à une approche multidisciplinaire parce qu'ils sont de nature très diverse. Et d'autre part, qu'il faut combiner une vision locale avec l'objet sol, que je vais préciser un petit peu, et une vision plus spatialisée qui concerne plutôt l'organisation des paysages. Donc justement, cette définition des sols, jusqu'ici, on l'a plutôt considérée comme une surface, donc 2 dimensions. Il s'agit ici de considérer le volume de sol, et donc 3 dimensions, c'est-à-dire les profils de sol, et en plus, les surfaces développées à la surface du sol en ce qui concerne le relief urbain. Donc par ailleurs, le sol, c'est aussi, du point de vue agricole, agronomique, la terre fertile, et c'est également une interface qui interagit donc au niveau des cycles et des fonctions et services
assurées par les sols, dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas détailler toutes ces fonctions et services que vous connaissez bien donc, depuis le Millennium Ecosystem Assessment. Juste pour dire que l'artificialisation, ça privilégie, en fait, elle résulte de certains de ces services, mais tout l'enjeu consiste à la réaliser ou la minimiser, en tout cas de préserver au maximum toutes ces autres fonctions du sol qui doivent être assurées de manière simultanée. Alors, je vais quand même essayer de vous présenter, même si je dois aller très vite, des résultats un petit peu concrets de cette expertise, en commençant par l'approche locale, pour dire que donc, cette artificialisation sur les sols, elle correspond à une très grande diversité de perturbations, des exportations de matériaux, des apports d'autres types de matériaux. Et ces perturbations sont de nature très hétérogène, hétérogénéité qui se superpose avec l'hétérogénéité naturelle des sols qui existent. Et donc ça a conduit les scientifiques à essayer de définir des classifications, des typologies des sols, qu'on appelle donc les anthroposols, pour parler des sols perturbés par les activités humaines. Donc on voit ici quelques illustrations de ces différents types de sols avec donc une influence croissante des activités humaines sur ces types de sols. Et on voit qu'il s'agit de perturbations et de modifications qui sont de nature très très différente, depuis des sols à peine modifiés, qui sont en ville, des sols qui peuvent être des jardins, jusqu'à des sols complètement imperméabilisés par des revêtements de bitume ou des constructions. Alors, toutes ces perturbations, elles entraînent des altérations des propriétés bio-physico-chimiques des sols, qui dépendent de nombreux déterminants, avec en particulier deux pôles. Un pôle qui est la présence de végétation, qui va avoir des effets plutôt favorables et de préservation des propriétés des fonctions des sols, et à l'opposé, un pôle qui va avoir des effets très négatifs qui concernent donc d'une part l'imperméabilisation et d'autre part essentiellement les contaminations qui peuvent être produites sur ces sols artificialisés. Et donc le premier exemple de résultat justement concerne ces contaminations avec un type de contamination qui est celui des éléments traces métalliques, qui est illustré ici sur un travail récent qui a été réalisé dans l'Île-de-France et qui consiste à étudier les teneurs en éléments traces métalliques le long d'un gradient de pression urbaine depuis des zones rurales jusqu'à le centre-ville, avec un grand nombre de prélèvements d'échantillons qui a été réalisé de manière très statistiquement très robuste. Et les résultats sont sans appel, qu'il s'agisse de pelouse ou de bois, on a un enrichissement très important selon ce gradient d'urbanisation, en particulier pour les contaminants d'origine anthropique comme le plomb qu'on voit sur le petit graphique ici. Alors le chrome, il fait partie des éléments qui sont analysés, mais il s'agit d'un contaminant qui est plutôt d'origine naturelle. Donc c'est ceux qui sont en bleu sur le graphique ici, et dont on voit que les valeurs d'indice d'enrichissement sont proches, quel que soit le gradient de pression. Donc un impact important avec toutes les conséquences au niveau sanitaire de ces contaminations et de contamination potentielle des eaux qui peut en résulter. Le deuxième exemple très rapide, c'est les teneurs en carbone, puisque c'est un sujet qui fait quand même l'actualité également en ce moment. Donc je rappelle les effets directs et indirects importants du carbone organique dans les sols et la diversité des sources et des natures de matière organique aussi. Alors ce premier graphique, il illustre la variabilité globale des teneurs en carbone organique dans l'ensemble des types d'usage des sols. Et on voit qu'on a les valeurs les plus élevées, comme on pouvait s'y attendre, dans les sols forestiers et les prairies, les valeurs les plus faibles sur les sols cultivés, mais de manière assez étonnante, on retrouve des valeurs élevées dans l'ensemble du groupe qui concerne les sols artificialisés, sur lequel donc, je fais un zoom maintenant. Et si on compare les différents types de catégories de sols artificialisés sur ce graphique, on se rend compte que les fortes valeurs sont évidemment dans les jardins, les plus faibles valeurs sont dans les sols recouverts, donc sous les voiries par exemple, mais on a des valeurs élevées dans les zones industrielles également, alors avec des biais de mesure qui sont liés au fait qu'en fait, on va prélever dans les zones périphériques aux zones industrielles, et également au fait que le carbone peut comprendre aussi des éléments d'origine exogène, et des hydrocarbures, par exemple, sont comptabilisés dans les mesures de carbone organique. Je vais maintenant passer la parole à Michael pour vous faire un zoom un peu plus détaillé sur la question de la biodiversité des sols, parce que c'est un des points les plus sensibles en relation avec cette artificialisation. Pour l'instant, c'est parfait, 6 minutes.
Donc Bravo. Je vais pouvoir dépasser un peu là. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, n'interprétez pas mes propos. En théorie, oui, vous avez 2 minutes de plus, mais essayez de vous en tenir au minimum. Alors ça tombe bien parce que si on parle de plus en plus des sols, on devrait aussi parler de plus en plus de la vie des sols, des organismes qui sont présents dans les sols. Et voici une petite image qui ne rend pas vraiment ce que représente ce monde merveilleux de la biodiversité des sols, avec un ensemble d'organismes qui ont des formes, des tailles, des couleurs, et vraiment très très différentes, et puis qui sont des acteurs du fonctionnement des sols et qui participent grandement au fait que ces sols sont des supports des services écosystémiques. Donc, dans ces sols, on a ces organismes, mais on a aussi des interactions entre ces organismes. Les organismes ne vivent pas seuls. Et l'un des objets donc, de l'ESCO, c'était d'évaluer l'effet de l'artificialisation sur cette biodiversité des sols. Alors, on a pu s'intéresser à environ 200 sources qui représentent 600 informations, parce que souvent on utilise plusieurs indicateurs pour évaluer l'effet de dépression environnementale sur le vivant. Donc on se base sur un corpus qui est relativement correct. Et puis vous pouvez voir ici que cette méta-analyse, elle a été réalisée à partir d'un corpus qui vient principalement d'Europe. Alors Europe de l'Ouest, Europe centrale, et puis que cette question de l'artificialisation, elle est surtout développée en Europe, un petit peu en Asie, un peu moins en Amérique et peu en Océanie. Vous noterez qu'elle n'est pas du tout présente en Afrique, évidemment. Donc l'Europe est l'endroit où la recherche sur l'artificialisation est la plus importante. Ça ne veut pas dire que c'est là où l'artificialisation est la plus importante. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est aux alentours des années 2000, ici, qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on a vraiment eu un ensemble de recherches qui s'est développé sur cette question-là. Et que la plus grosse pente ici est au début des années 2000, et maintenant, les recherches sont un peu plus... l'expansion est moindre. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé pour chacune des sources à regarder si on avait un effet neutre, un effet globalement positif ou très positif, un effet globalement négatif ou très négatif. Donc, à la fin, on représente pour chacun des types d'artificialisation, donc les infrastructures de transport, les zones militaires, les zones industrielles et minières, l'urbain, les espaces récréatifs et puis les sols en réhabilitation. On va regarder quelle est la moyenne dans l'ensemble des données qu'on a traitées de l'effet de l'artificialisation. Voilà, c'est assez sans appel. Vous avez en blanc ici le nombre d'études sur lesquelles, de sources sur lesquelles on s'est basé. Donc, mis à part ici les zones militaires où on est avec un nombre un petit peu faible, sinon on a vraiment un panel qui est représentatif. Et puis, comme vous pouvez le voir, les effets sont globalement négatifs à très négatifs ici. Et on voit que, par contre, dans les sols en réhabilitation, on peut avoir des effets positifs, mais avec une barre d'erreur qui fait qu'on est entre neutre ou positif. Donc, ce qui est un petit peu complexe, c'est qu'au grain auquel on a travaillé, on ne peut pas séparer les effets mécaniques des effets de contamination, de fragmentation, d'étalement urbain en fonction de chacun des types d'artificialisation, parce qu'on tombe à des nombres un corpus qui est relativement faible et qui perd un petit peu de son sens. Donc on reste à ce niveau-là. Quelque chose dont on reparlera, la situation de référence pour estimer l'artificialisation, l'effet de l'artificialisation, c'est quelque chose qui peut être complexe. Donc là, c'est le point de vue finalement des pressions, des pressions liées à l'artificialisation. On peut regarder aussi la réponse des organismes. Et là, je vous propose une lecture par niveau trophique, c'est-à-dire que je vous évite de regarder ce que chacun des animaux expérimente. On regarde
ce que les niveaux trophiques expérimentent. Donc on a groupé par micro-organismes, donc les tout petits animaux, bactéries, champignons ici, qui sont acteurs de la décomposition, et puis aussi les mycorhizes, vous savez, ces champignons qui colonisent les racines des plantes et qui leur permettent de mieux assimiler les nutriments. On a regardé les détritivores. Les détritivores, c'est un ensemble d'organismes qui minéralisent la matière organique en l'ingérant. Donc ils la décomposent. Et puis les prédateurs qui ont une activité de régulation des populations. Et on a divisé les deux dernières catégories en plutôt petit, plutôt gros, plutôt petit, plutôt gros. Donc on retrouve un patron qui est très négatif. Alors il est très négatif quel que soit le niveau trophique. Je mets un peu de côté les mycorhizes, parce que vous voyez, on a relativement peu d'informations, mais dans ce cas-ci, c'est négatif à 100%. Et sinon, on est avec des effets qui sont négatifs et avec peu de variabilité finalement entre les études, entre les niveaux trophiques. Donc tous sont impactés. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir reconstruire finalement le réseau, à quel endroit il se passe quelque chose. Mais on n'a eu aucune étude qui s'est intéressée à l'ensemble d'un réseau. Donc on n'a que des parties du réseau dans des contextes différents. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire à partir de l'ensemble des données qu'on a pu étudier, c'est qu'on a une très grande variabilité spatiale de ces sols, qu'ils sont caractérisés par une faible capacité d'infiltration et de rétention en eau, que globalement, les teneurs en matière organique sont elles aussi très variables dans ces sols, et elles dépendent d'un certain nombre de facteurs qui peuvent être en interaction, qu'on a des contaminations ponctuelles et diffuses avec une nature des contaminants très variable, ces contaminants aussi peuvent être en interaction les uns avec les autres et amener des effets cocktails qui sont très difficiles à estimer, et que, je viens de vous le montrer, les effets sont très négatifs sur les organismes du sol. Alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des situations de référence. C'est très difficile de trouver une situation de référence, alors on appelle ça comme on veut, contrôle, témoin, pour comparer le sol artificialisé d'un sol naturel ou d'un autre sol. Les méthodes de caractérisation sont à améliorer. On a une vraie difficulté à discriminer, à décomposer la contribution des différents facteurs qui agissent dans le processus d'artificialisation, et aussi la question de la dynamique à la fois spatiale et temporelle de ces mécanismes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Pour l'instant, c'est un sans faute de l'INRA. Le temps n'a pas été dépassé. Bravo. Voilà une bonne utilisation des fonds publics. En ces temps difficiles, je saurais à qui le signifier. Juste ce que vous venez de dire, moi je l'ai résumé une fois en une phrase sur un plateau télé face à une végane très militante qui m'ennuyait beaucoup. Quand je lui ai dit que le sol était finalement le produit d'une digestion d'organismes animaux, ça l'a beaucoup perturbé. Et moi j'étais très content. Donc merci aux gens qui ont travaillé. C'est difficile de contrer les véganes militants, mais donc sachez que le sol est aussi un argument. Voilà, j'ai fini. C'est à vous. Bonjour Béatrice Béchet de l'IFSTAR. Bonjour, donc je prends le relais pour vous présenter quelques-uns des résultats de l'ESCO selon une approche spatialisée. Donc, nous avons vu en introduction que l'artificialisation induisait directement ou indirectement des nuisances pour la population. Et donc, je vais en aborder quelques-unes. Donc, tout d'abord, artificialisation, hydrologie urbaine. L'imperméabilisation des sols et la présence de réseaux et d'ouvrages souterrains modifient profondément les processus hydrologiques en surface et en profondeur. On peut, par exemple, citer la diminution de la capacité d'infiltration des sols ou la diminution de l'évaporation. De plus, la charge polluante qui est déposée sur les surfaces imperméabilisées et lessivées lors des événements pluvieux contribue à la dégradation de la qualité globale des eaux urbaines. Alors pour maîtriser ces impacts de l'artificialisation, dans les années 70-80, des solutions techniques dites du tout tuyau ont été proposées, mais elles ont montré assez rapidement des limites d'un point de vue technique et environnemental, comme par exemple la dégradation des milieux récepteurs. Ce qui a conduit donc
la communauté technique scientifique a proposé des dispositifs alternatifs de gestion des eaux, dite gestion à la source. Vous avez ici sur la diapositive un exemple de ces solutions qui peut être une solution basée sur la nature, donc sur la végétalisation. Donc cette évolution donne en fait plus de place à l'eau en ville, mais l'accompagnement en termes de gouvernance reste encore à préciser. Je cite par exemple le terme de gestion patrimoniale. Si on passe maintenant sur les impacts de l'artificialisation sur le microclimat urbain, ils ne sont pas non plus négligeables. Ce qui va modifier donc, le microclimat urbain, c'est d'abord la morphologie de la ville, les matériaux utilisés pour le bâti, et la dissipation énergétique de nos activités, bien évidemment en premier lieu. Alors, les zones urbaines sont donc souvent caractérisées par une température de l'air qui va être plus élevée qu'en zone rurale. Cette différence étant généralement plus sensible la nuit et donc conduit au phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est illustré ainsi sur la diapositive. Vous avez la ville de Bordeaux et les mesures de température nocturne en surface qui font ressortir donc, le centre-ville et les cours d'eau qui passent donc, par cette ville. Alors, les solutions qui sont proposées actuellement visent à modifier les surfaces minérales pour aller vers des surfaces plus multifonctionnelles, utilisant la végétation, l'eau, aussi en jouant sur les matériaux de construction et, bien sûr, jouer également sur nos usages et nos modifications de gestion ou de conception. Alors l'artificialisation a également un impact sur le confort acoustique et sur la qualité de l'air, puisque l'urbanisation induit donc une augmentation des activités et forcément une augmentation des sources de bruit et des émissions polluantes, parallèlement à une augmentation de l'exposition des populations à ces nuisances. De nouveau, est mis en évidence les influences des formes urbaines et des usages sur l'environnement physique, avec une modification donc, des températures, mais aussi de l'humidité, des écoulements de l'air et des quantités de polluants dans les environnements urbains. L'ESCO recense un certain nombre de solutions, mais qui présentent une certaine versatilité. Par exemple, en termes de densification des centres urbains, si elles permettent d'augmenter plus l'accessibilité, par contre, elles exposent plus les populations. De même, on pense souvent que la végétation peut avoir un impact favorable sur la qualité de l'air. Ça peut être vrai donc, au niveau local, mais si on a un niveau plus spatialisé, quartier ou ville, les résultats montrent que la végétation, à ce niveau-là, n'a pas d'impact. Enfin, nous avons aussi regardé les impacts de l'artificialisation sur la faune et la flore. Dans ce cas, donc, l'artificialisation entraîne une dégradation, voire une disparition des habitats et également donc, une perte de connectivité par fragmentation des paysages. Donc, ça essentiellement dû à la présence donc, des infrastructures de transport qui relient les centres urbains entre eux. Cependant, l'urbanisation peut aussi générer de nouveaux habitats au sein des bâtis et au sein des espaces verts. Alors, en termes d'impact sur les espèces, donc l'artificialisation favorise les espèces animales généralistes ou les espèces végétales invasives exogènes, voire rudérales sur certaines friches, au détriment des espèces initialement présentes, caractéristiques des milieux naturels. A été montré également que la faune était plus affectée que la flore, notamment par la densité de l'urbanisation, avec donc un impact de l'effet de seuil, comme a pu le montrer, a pu l'expliciter Anne tout à l'heure. Et sur l'aspect fragmentation donc, lié aux infrastructures, a été souligné le fait que ce sont les espèces à faible capacité de dispersion et spécialisées qui ressentent un impact le plus fort. En termes de solutions, la connectivité doit absolument être maintenue entre les habitats favorables, notamment en utilisant des passages à faune ou des corridors écologiques. Donc, je terminerai cette partie sur les approches spatialisées sur deux ensembles de conclusions et de leviers d'action.
Tout d'abord, l'ESCO met en avant, en exergue les besoins de connaissances sur les sols en eux-mêmes, sur la typologie, afin de pouvoir en fait définir des indicateurs pour pouvoir intervenir et mieux prendre en compte les sols dans les documents d'urbanisme et dans la planification urbaine en elle-même. Donc pour cela, nécessité de développer des cartographies à échelle adaptée par rapport donc aux quartiers, aux villes et aux zones de transition. Nécessité d'avoir des référentiels, Michael vient de le dire, pour l'aspect notamment biodiversité, mais également nous avons besoin de mieux définir le fond géochimique urbain. Développement d'indicateurs multifonctionnels, passer d'indicateurs de qualité des sols à des indicateurs qui font plus référence aux fonctions des sols. Et donc pour cela, besoin de soutien donc aux projets qui vont dans ce sens-là, notamment pour les zones de transition et les espaces sensibles. Et dernier ensemble de conclusions, donc diminuer donc les nuisances pour garder la ville attractive, donc redonner à l'eau toute sa place dans le projet urbain, mais aussi la place de la végétation, mais de façon intégrée, pour développer donc les services écosystémiques, développer les écoquartiers, les modes de transport doux, les zones calmes, les nouveaux matériaux pour contrôler les sources de bruit et de contamination. Tout cela nécessite évidemment de trouver un arbitrage entre densification et développement de mosaïques paysagères qui vont, elles, viser à soutenir, donc être plus favorable à la biodiversité. Et dernier point innovant qui sort de la littérature, c'est donc tout ce qui concerne la reconstitution des sols ou la construction de sols pour préserver la ressource naturelle présente en périphérie des agglomérations. Voilà, donc je vais repasser la parole à Yves pour les espaces agricoles. Merci Béatrice Béchet. Yves Le Bissonnet. Yves Le Bissonnet, saison 2 pour les impacts sur l'agriculture. Je signale juste à propos de l'îlot de chaleur urbain ce qu'a fait la ville de Niort dans le cadre de son PLU, qui a fait une analyse de l'effet îlot de chaleur urbain, rue par rue, place par place, bâtiment public par bâtiment public. Je peux vous dire que ça a été très perturbant pour le maire de Niort, on a modifié, le conseil municipal, on a fait modifier quelques lignes du plan local d'urbanisme. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. C'est à vous. Merci. Donc la deuxième catégorie d'impact qu'on a analysé dans cette expertise, c'est ceux sur les espaces agricoles et les activités agricoles. Donc je vais commencer par revenir sur quelques chiffres pour montrer ce graphique que vous avez dans le résumé, qui illustre non pas les stocks, mais les échanges entre les trois grandes catégories de sols, donc agricoles, boisés ou naturels et artificialisés. Et en centrant avec le point de vue, cette fois, des sols agricoles et non pas des sols artificialisés. On se rend compte qu'on a deux grands flux et des échanges importants. Donc les sols agricoles, finalement, sont à l'origine de flux importants vers les sols artificialisés, avec des retours relativement faibles, donc des pertes importantes de ce groupe de sols agricoles vers les sols artificialisés. Mais on a également, ce qu'on oublie souvent, des flux très importants, et même plus importants quantitativement, vers les sols boisés ou naturels, mais qui s'accompagnent de retours et donc d'échanges importants entre ces deux catégories. Donc c'est un point qui est vraiment à retenir, et également le fait que si on regarde la répartition de ces pertes de sols agricoles vers les sols artificialisés, il y en a pratiquement 50% qui correspondent non pas à des sols bâtis, mais simplement à des sols revêtus ou stabilisés. Et un bon tiers qui correspond à des sols non imperméabilisés ni bâtis. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Premier point, c'est que les phénomènes d'artificialisation et de déprise agricole interviennent conjointement. Par contre, ils touchent des espaces différents, proximité des villes ou, au contraire, plutôt espaces marginaux, type montagne. Et donc, l'artificialisation est un phénomène qui est en fait très, très inégalement réparti dans l'espace. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, près de 50% des sols agricoles artificialisés deviennent des sols revêtus. Et donc, ces sols revêtus sont en grande partie des voiries qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Donc, il ne s'agit pas seulement des villes.
comme on a trop tendance à assimiler un petit peu les sols artificialisés et les villes. Un troisième point, c'est que les terres agricoles apparaissent facilement convertibles. Alors on peut avancer plusieurs hypothèses. C'est d'une part la proximité des villes, qui, avec les mouvements qu'on a vus tout à l'heure, sont naturellement les premières terres touchées par l'extension des villes, mais aussi d'autres aspects qui sont que les terres agricoles sont moins protégées que les espaces naturels, on y reviendra au niveau des zonages, et puis également par des questions économiques, et en particulier le différentiel de rente entre les sols agricoles et les sols construits. Dernier point, c'est que la qualité des sols et l'évaluation de la qualité des sols, donc c'était une question importante, quand on parle de sols artificialisés, de sols agricoles artificialisés, on évoque souvent le fait que ce sont les meilleurs sols qui sont perdus. Et également que cette perte entraîne évidemment des pertes de production agricole ou de biomasse importantes. Alors si on creuse un petit peu cette question, on s'aperçoit que la notion de qualité ou de fertilité agronomique des sols, c'est une question qui est quand même très complexe, puisqu'on peut envisager la fertilité intrinsèque, naturelle des sols, mais en fait la fertilité réelle, effective, elle dépend aussi de la bonne adaptation des cultures au terrain, donc avec une très grande diversité spatiale, et également des investissements qui sont faits pour l'amélioration des pratiques ou la quantité d'intrants qui sont utilisés. Donc ce n'est pas une notion univoque et si simple à définir que ça. Alors il y a assez peu de travaux qui correspondent qui apportent des réponses sur ces questions-là. Je vais en présenter un à une échelle très globale, à l'échelle européenne. Donc c'est des travaux du JRC, donc à ISPRA, qui travaille sur la base de modèles et qui définit donc un indicateur de qualité des sols et qui essaye de voir comment les sols artificialisés se répartissent en fonction de la qualité des sols. Donc on voit, les chiffres nous donnent, à partir de ces estimations pour la France, que on est effectivement, l'artificialisation correspond à 70% à une perte de terres de bonne catégorie agricole, suivant la classification qui a été retenue. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, cette catégorie de bonnes terres agricoles représente près de 70% des terres cultivées en France. Donc un différentiel relativement faible entre l'artificialisation et les terres cultivées. On s'aperçoit sur la carte qu'il y a une très grande variabilité interrégionale. Donc à cette échelle, on peut se dire que ces approches sont quand même nécessiteraient d'être affinées de toute façon. Et enfin, les tentatives d'estimation de perte de capacité productive, donc sur la période 2000 et 2006, correspondent à une perte potentielle, il s'agit vraiment de chiffres potentiels, mais sur la base des mesures et des modélisations de modèles de culture au niveau européen, qui correspond finalement à une valeur relativement faible de 0,26%. Alors il y a une marge d'erreur importante, mais qui est proche pour la France de celle estimée au niveau de la moyenne européenne. Donc la conclusion, c'est qu'on a quand même besoin de travaux à des échelles plus précises, et je présenterai un exemple tout à l'heure. Alors j'ai parlé de rente foncière agricole, et justement, donc la dynamique d'occupation des sols, elle peut effectivement s'expliquer en partie par des différentiels de rente entre des usages concurrents, et en partie aussi par l'évolution des réglementations et l'existence de zonage. Alors cette rente foncière agricole, en fait, elle dépend de deux familles de facteurs, des facteurs internes, qui sont des facteurs liés à la qualité des sols, au climat, à la valorisation et aux investissements qui ont été réalisés, au soutien existant, etc. Et puis, ces facteurs se combinent à des facteurs externes qui peuvent être liés d'une part à la proximité aux pôles urbains, avec l'existence donc des facteurs positifs, de nouveaux débouchés, de produits à haute valeur ajoutée, ou ça permettrait aussi la polyactivité. Par contre, du point de vue négatif, des conflits d'usage, des gênes pour l'activité agricole, et effectivement, l'artificialisation est beaucoup plus perçue aux échelles locales qu'aux échelles globales, comme ont pu le montrer les chiffres que j'ai présentés juste avant. Et puis également, la proximité des espaces naturels a des impacts sur cette rente foncière agricole qui peuvent aller dans le sens d'ajouter de la valeur en fonction des paysages environnants ou en fonction, par exemple, de possibilités de développement du tourisme ou des loisirs. La protection de l'environnement a des effets ambivalents sur cette rente foncière agricole. Alors, j'ai évoqué les zonages. Donc, parmi les outils pour limiter les pertes de terres agricoles par artificialisation, on a effectivement les zonages, et en particulier au niveau des plans locaux d'urbanisme, donc la zone agricole
est un moyen, effectivement, de limiter l'artificialisation. Et on voit bien sur ce graphique que la proximité ici d'un village, donc c'est une application sur un petit village du sud de la France, les zones construites, on a juste à proximité le zonage agricole qui permet de conserver des terres agricoles de très haute qualité, puisqu'on a superposé ici un indice de qualité agricole des sols avec l'ensemble des informations du plan local d'urbanisme et d'occupation du sol. Donc j'ai terminé, et donc en conclusion, je vais reprendre les différents points que j'ai évoqués. On a une forte perte de terres agricoles par l'artificialisation, puisque donc l'artificialisation a pour origine aux 2/3 des terres agricoles, donc il s'agit d'une perte nette, mais ce mécanisme se combine à une déprise qui consiste plutôt à des échanges de terres entre les catégories agricoles, cultivées et naturelles boisées. Ces deux catégories correspondent à des localisations et des potentiels des sols différentes, le périurbain versus la montagne, pour simplifier. À noter qu'on a une réversibilité beaucoup moins importante, évidemment, et quasi nulle pour les sols agricoles qui sont devenus imperméabilisés, d'où l'importance de mieux caractériser la part de l'imperméabilisé dans l'ensemble des sols artificialisés. Et je note également quand même, je rappelle qu'il y a aussi une artificialisation pour l'agriculture, en particulier par les bâtiments agricoles, qui est prise en compte dans les statistiques, mais également les serres qui, elles, ne sont pas prises en compte dans les statistiques. Enfin, on a des besoins d'évaluation de la qualité des sols, on l'a déjà dit tout à l'heure, et même si les terres agricoles sont moins protégées, il y a des outils de zonage. En plus des zonages des plans locaux d'urbanisme, on a aussi les zones agricoles protégées et les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Et enfin, la proximité des zones urbanisées, ce n'est pas seulement un inconvénient, mais ça peut aussi devenir une opportunité pour l'agriculture. Merci beaucoup. Un fauteuil pour vous. Pour répondre aux questions, 5 intervenants vous ont donné d'avoir envie de prendre le micro. Évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de vous la sortir. J'en ai encore quelques-unes, éventuellement. Mesdames, Messieurs, évidemment, Jean-Claude Marcus a levé la main. Bonjour Jean-Claude, content de te voir parmi nous. Le micro, mais pas 10 minutes, Jean-Claude. Oui, bonjour. C'est une question pour Béatrice Béchet. Alors, je sais que vous avez survolé très rapidement, notamment les questions acoustiques et de qualité de l'air, mais je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a un peu choqué en tant que vieil aristotélicien, c'est que la végétalisation et ce qu'on appelle la pleine terre avait un effet au niveau des quartiers et n'en aurait pas au niveau de la ville. Alors, ça m'a paru contradictoire parce qu'ici en Ile-de-France, on a une étude de l'IAU, notamment concernant les îlots de chaleur et la qualité, on va dire, des habitats par rapport aux variations climatiques qui reposent sur un certain nombre de paramètres, dont la végétalisation et l'ombrage. Et puis on a de très bonnes études, évidemment, sur Montréal, avec l'unité d'écologie urbaine, qui non seulement dit le contraire, mais qui le prouve par des actions sur le terrain. Donc j'aimerais comprendre ce que vous nous avez dit. Béatrice Béchet. Ce que j'ai dit, c'est pas par rapport à l'îlot de chaleur urbain, mais c'est par rapport en fait aux nuisances sonores, l'effet de la végétation, nuisances sonores, et donc pollution de l'air. Donc ce que nos experts ont fait ressortir de la littérature, donc qui n'est pas forcément complètement exhaustive, c'est qu'il y avait en effet un intérêt à l'échelle locale, à petite échelle, voilà. Mais qu'au niveau de la ville, pour le moment, c'était un peu plus difficile à le mettre en évidence. Voilà. Mais je ne parlais pas du tout de l'aspect végétation et îlot de chaleur urbain. Voilà, c'était sur le bruit et sur la diminution de la pollution atmosphérique. D'accord ? Ah ben... Jean-Claude, son micro, ça va être dur. Béatrice ?
Là, ce qui est montré, nous, on ressort en fait. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet du tout. À petite échelle, c'est montré qu'il y a un effet. Maintenant, donc à grande échelle, il y a encore donc à valider l'impact. On n'est pas bien au contraire. La végétation, je l'ai mis dans mon dernière slide. Évidemment. Bien travailler sur ces solutions-là de façon intégrée pour voir comment ça pouvait agir, donc à toutes les échelles, mais en tenant compte des différents l'impact que ça peut avoir pour lutter contre les différentes nuisances. Donc je ne dis pas le contraire du tout de ce que vous dites. Hein. Merci. Une autre question, un autre commentaire. Une main va-t-elle se lever? Oui. 2. Alors, voilà, c'est monsieur qui a parlé en premier. Ensuite, ce sera vous, monsieur Lachepisse-Blanc. Je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Oui, Noël Spitz, DRAF. C'était pas entendu, monsieur. Mettez bien le micro sur le Monsieur menton. Spitz de la DRAF de Corse. C'était une question à propos du dernier intervenant. Là, vous avez parlé de rente foncière à la fin. Est-ce qu'il y a des études qui ont analysé différentes politiques fiscales qui pourraient diminuer la variabilité de prix entre la terre agricole et la terre à bâtir, quoi? Peut-être, c'est des questions qui vont être abordées dans la deuxième partie de l'exposé, donc je vous propose de reposer éventuellement votre question à la fin de cette deuxième partie, puisqu'on va effectivement examiner spécifiquement les aspects fiscaux et réglementaires. Donc, conservez votre question que j'ai notée. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, Patrick Legoué, Université de Caen et Association Vigisol. Nous travaillons en Normandie sur la question de la consommation d'espace liée à l'artificialisation depuis le début des années 2000 et notamment on s'intéresse aux effets sur l'agriculture et notamment l'impact sur les rendements potentiels agricoles. Et une question que je voulais poser à Yves, c'est on s'est beaucoup interrogé sur la façon dont on pouvait estimer les potentialités agronomiques des sols qui étaient consommés, en sachant qu'il est difficile de trouver des références nationales qui soient normées et labellisées. Et je voudrais savoir si aujourd'hui il y a une réflexion qui est en cours sur une méthode qui serait appliquée de manière commune par tous ceux qui s'intéressent à cette question. Alors, je voulais effectivement citer Vigisol, qui est un des exemples sur la basse Normandie d'approche, de croisement des données pédologiques et de recherche sur les indices de qualité, de productivité des sols. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de réponse positive à ta question. La problématique, c'est que il y a un besoin pour ça de cartographie de connaissance des sols à une échelle précise. Donc, le programme IGCS, enfin cartographie des sols, est à une échelle 250 millième. Or, on aurait besoin de cartes au 50 millième au minimum pour arriver à ces approches que tu évoques. Et d'autre part, comme j'ai dit, la qualité des sols, elle dépend aussi de paramètres qui sont liés à l'adaptation des cultures. Et donc, à ma connaissance, il n'y a même pas... Potentiellement, ça doit être très difficile d'avoir une définition uniforme et unique sur ces notions de qualité des sols. Par contre, les paramètres, la tendance aujourd'hui, c'est de considérer que cette qualité, productivité des sols, elle dépend d'un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques, et que c'est la combinaison de ces facteurs-là qui, pour un objectif de culture donné, va permettre d'évaluer cette qualité des sols. Et donc, on devrait arriver, les informations élémentaires, elles existent, elles sont caractérisées dans l'ensemble des documents qui se font maintenant à des échelles suffisantes sur la description des sols. Donc voilà un petit peu où on en est du travail. Et je pense que c'est un travail qui est en cours. Et il y a énormément, là je vois les travaux de recherche actuels. On est en pleine période de propositions de stages de recherche et il y a énormément de sujets qui portent sur ces questions-là actuellement. Bonjour, présente-toi. Merci. Donc Cyril Girardin, INRA Grignon. Je vais revenir un peu sur les techniques de mesure. Donc déjà merci parce que c'est très fouillé. Mais enfin là, dans ce que vous avez présenté, finalement, on passe de 30 000 hectares par an à 60 000 hectares par an. Donc ça fait une erreur de 100%. Donc j'imagine bien qu'on ne peut pas faire la moyenne. Donc comme en France, on aime bien de temps en temps sortir des nombres qui veulent dire quelque chose, votre préconisation, c'est quoi pour compiler tout ça? Et est-ce qu'il y a une valeur vraie quelque part?
sans Bon, être alors, une moi, moyenne. je suis incapable de vous dire s'il y a une valeur vraie. Enfin, il y en a une, hein, mais je la connais pas. Je crois que personne ne la connaît. Déjà, ça cadre, ça permet de savoir, de faire l'hypothèse que c'est entre l'un et l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas que le stock, c'est le flux. Donc de voir un petit peu comment ça évolue. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment, enfin on a l'impression quand même que Corinne Landcover, avec les seuils actuels, sous-estime l'artificialisation. On pense qu'on aurait des éléments déjà en base de données vectorielle pour arriver à partir de Corinne Landcover, de le compléter pour s'approcher certainement d'un chiffre peut-être plus réaliste. Cela dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de base de données exhaustive qui permet de calculer l'artificialisation. C'est pas stocké quelque part, c'est pas un algorithme qui permettrait en 5 minutes de le calculer. Donc on peut améliorer les éléments, je pense, c'est sûr, il y a du travail. Ou alors, c'est une solution qui a été proposée, hein, de réfléchir à la création d'une base de données d'occupation du sol et d'usage des sols plus précise, parce qu'on a toutes les compétences en France pour y arriver, on pourrait très bien le faire. Cela dit, ça demande de mettre au point des lignes de production, de prévoir des budgets, une responsabilité, donc ça peut se faire, c'est un peu une décision politique de le faire, à mon avis. Donc je ne peux pas répondre plus précisément. J'ai une question très naïve. J'ai sur mon iPhone l'application Iphigénie qui donne accès, vu que je suis abonné, et à jour de mes cotisations, quasiment au plan de cadastre 12 500e. En France, on a des chasseurs qui sont à peu près partout, des agriculteurs qui sont partout, qui connaissent le moindre bosquet, et on a encore du mal à avoir une cartographie précise et à savoir ce qui est artificialisé ou non. En fait, c'est aussi la question de la définition de l'artificialisation qui est sujette à caution, enfin qui est sujette à interprétation plutôt. Parce que je pense que différents corps de métier ont chacun un avis très très clair sur ce qu'est l'artificialisation, c'est la première des choses. Mais c'est aussi qu'on n'a pas fait... En fait, on a tous les moyens pour le calculer, sauf que il n'y a pas une décision qui est de dire on va avoir une base de données nationale mise à jour, parce que c'est pas tout d'avoir une base de données. Ah oui, parce qu'on parlait du bruit justement tout à l'heure, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est difficile. Donc on n'a pas une base de données on pourrait le faire. Hein. Je crois qu'on a tous les moyens scientifiques, techniques, des sources de données extrêmement riches, du traitement d'images. On a vraiment de la compétence en relevé, en mise à jour, en gestion de données. Après, il faut décider. Ça n'a pas été décidé. Peut-être que c'est pas prioritaire. C'est une question de priorité, je pense. Oui, alors peut-être que ce qu'on a suffit pour mettre en œuvre des politiques publiques. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de connaître le chiffre? C'est aussi des questions qu'on peut se poser. Certes. Et puis, deuxième question, on utilise Landsat, mais le moindre satellite militaire fournit des images de cibles de moins de 10 mètres. Et on se contente d'un Landsat qui ne va pas en dessous de 5 hectares. Landsat pourrait d'abord être plus précis. Il y a vraiment une différence entre le seuil, entre la source et le seuil. Donc en fait, c'est aussi l'idée dans Corinne Landcover, c'est une homogénéité au niveau européen, et c'est ce qui permet de faire des statistiques comparatives entre pays. Donc on pourrait, même avec Landsat, on pourrait être un peu plus précis. Et il y a beaucoup de données, mais depuis des années, Spot, ça existe depuis très longtemps, on pourrait le faire. Donc après, c'est des questions de décision. Voilà. Ce qui est l'intérêt de Corinne Landcover, c'est que on a une régularité dans la production et on a une large couverture et ça guide la politique publique européenne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais on est tout à fait capable d'avoir, vous, avec votre appareil photo, vous serez au millimètre sur le terrain. Ça, c'est évident. Mais après, entre transformer ces données locales en base de données structurées, en projection, mise à jour et distribuée, il faut avoir recours à un producteur de données géographiques qui le ferait de façon standardisée. Je signale que pour piloter son aménagement du territoire, le gouvernement marocain a lancé un satellite d'aménagement du territoire, qui est un satellite militaire français. Ce n'est pas qu'une question de source. Oui, j'entends bien. C'est aussi une question de production. Stockage, bien. distribution, voilà, la source c'est une chose, et après, transformer ça en données structurées. Bref, si on ne sait toujours pas, c'est parce qu'on n'a toujours pas envie. Je vais juste compléter un tout petit peu la réponse quand même, parce que si ça n'existe pas à l'échelon national, on peut quand même considérer qu'à l'échelon régional, il y a des techniques et des outils qui existent, comme le MOS Île-de-France, qu'on peut considérer comme étant vraiment très précis et suffisamment correct pour faire ce dont on aurait besoin, ou également donc, le produit proposé par IGN, donc occupation du sol grande échelle, qui correspond à peu près aux spécifications dont on aurait besoin. Simplement, il faudrait mettre les moyens pour l'étendre à l'échelle de la France entière. Ce qui montre qu'on peut le faire. Voilà. J'aimerais bien avoir deux regards, le regard européen de Josiane Masson et le regard canadien de Mario Paulos sur tout ce qui vient d'être dit. Le micro devrait descendre et arriver jusqu'à vous. Non, d'abord Josiane, enfin c'est comme vous voulez, vous arrangez entre vous.
Oui, bonjour, oui, je travaille pour la DG Environnement. Et vous serez sur la table ronde tout à l'heure. Donc, je voulais juste faire une petite remarque sur ces histoires de données au niveau européen, Corinne Landcover, etc. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'il y a très certainement une sous-estimation de tout ce qui est artificialisation avec Corinne Landcover, due simplement à la résolution, l'unité minimum ou 5 hectares. Maintenant, on a des données maintenant plus précises. Donc vous avez mentionné Corinne Landcover haute résolution, mais en fait c'est Copernicus haute résolution. C'est des données qui sont distribuées, accessibles sur le site de l'Agence européenne de l'environnement. Et il y a quand même l'Atlas urbain. Donc l'Atlas urbain, je pense, a vraiment un potentiel énorme réellement, parce que en plus maintenant, il couvre un nombre très très important de villes et de zones périurbaines en Europe. Je crois qu'au niveau, c'est 700 cités européennes, enfin des zones urbaines européennes qui sont couvertes par ce programme, et c'est à une résolution de 0,25 hectares ou 1 hectare en zone rurale. Donc je pense qu'avec ces outils combinés, il y a vraiment moyen. Moi je dirais, je suis plutôt contente des outils et des données dont on dispose sur l'artificialisation par rapport à d'autres préoccupations sur les sols. Au niveau européen, si vous regardez sur les sols contaminés, ce genre de choses, il y a finalement beaucoup moins de données disponibles, alors que sur l'artificialisation, c'est pas mal, je dirais. Donc voilà. Merci. Mario Pauloz, est-ce qu'on a les mêmes interrogations au Canada, singulièrement au Québec? Vous êtes chercheur à l'INRS de Montréal. Ne défoncez pas la caméra, s'il vous plaît, ni le caméraman. D'abord, j'aimerais bien remercier les gens de l'IFSTAR et de l'INRA de m'avoir invité à faire partie de cette ESCO. Pour moi, c'était un privilège, c'était un bonheur. Donc, un grand merci. Or, c'est sûr, au Canada, on a un peu les mêmes problèmes. C'est vrai qu'on a de l'espace, on a des problèmes d'étalement urbain, on a des problèmes de perte d'espace naturel. Mais quand même, comme les organisateurs savent, j'avais toujours une petite inquiétude ou malaise. Et ce n'est pas sur l'objet, c'est sur le vocabulaire. Okay. Alors, je vais vous raconter un peu comment tout ça a commencé. C'est qu'à un moment donné, je reçois un courriel qui m'invite à faire partie d'un projet de recherche sur l'artificialisation des sols. Okay. Or, je me dis, ça n'a rien à faire avec moi. Moi, je suis spécialiste, c'est l'économie urbaine. Ça n'a rien à faire avec moi. Donc, je réponds, c'est très gentil, mais ça n'a rien à faire avec moi. Or, je fais le tour de mon centre de recherche, qui est pourtant un centre de recherche urbaine, avec des aménagistes, des géographes, et je pose la question, honnêtement, une demi-douzaine de personnes, dont même des Français maintenant, des bons Québécois. Personne n'a jamais entendu parler du mot artificialisation. Okay. D'où mon malaise. Comme j'ai dit, j'ai gardé cette malaise, que pour moi, un concept de mot, surtout en recherche scientifique, est utile s'il est universellement reconnu. Okay. Si c'est tout de suite quand vous l'utilisez, tout le monde sait de quoi vous parlez. Et ça continue à poser, je pense, un problème. Parce que je trouve la recherche est plus qu'utile, elle est nécessaire. Okay. La problématique, elle est là dans tous les pays. Mais il y a un petit problème de vocabulaire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur l'artificialisation sur l'Internet. Je me suis rendu compte que c'est très largement, peut-être pas exclusivement, utilisé par le milieu franco-français. Et il y a même un autre problème. Je ne suis même pas sûr que le mot mesure exactement ou nomme bien l'objet dont on veut parler. Or, je m'excuse, je l'ai pris, là, parce que je ne savais pas qu'on allait me poser une question, mais je l'ai pris quand même. Alors, je suis allé sur l'Internet et je suis arrivé sur la définition de l'artificialisation de la Larousse. Vous pouvez le consulter, Larousse, sur l'Internet. Je vous le lis. Je suis tombé à terre. Okay. Artificialisation non féminin, modification du milieu, sol, climat, ou des plantes provoquées par l'homme en vue d'améliorer les conditions d'une production agricole. Manifestement, les gens de Larousse ne faisaient pas partie de l'équipe de recherche.
ok. Vous êtes taquin, Donc, Mario, vous êtes non, mais taquin. tout ça pour, honnêtement, féliciter d'ailleurs ceux qui ont fait la synthèse, de bien préciser que justement l'artificialisation ne couvre pas les activités agricoles. Mais ça pose quand même un problème. Je pense que ça indique justement qu'en termes de... Je ne sais pas si on ne diminue pas le problème en utilisant ce type de termes. Pourtant, dans la littérature, il existe différents termes. Donc, vous employez lesquels au Canada, vous? Simplement urbanisation On va dire exactement. Je pense que le mot on utilise le plus, urbanisation, tout court. C'est urbanisation, étalement urbain. Et l'imperméabilisation, on dit carrément perte des sols naturels, on va le dire. Mais il existe plusieurs termes. Je veux dire, il existe en anglais soil sealing. Soil sealing. Land taking. Il y a land take. Qui se traduit très bien aussi en allemand ou en espagnol. Donc il y a plusieurs mots techniques. Donc, mais pour le reste, je peux honnêtement vous dire, ce que vous faites ici, c'est un travail vraiment impressionnant. Et comme je dis, ça fait un privilège pour moi. Et les problématiques, malgré l'espace canadien, sont pas mal les mêmes. Mais je pense simplement, un mot pour dire que quand on fait une recherche et on veut que ça ait une portée internationale, le vocabulaire, ça a quand même une certaine importance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.